tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Au programme cette semaine, nous partons à la découverte du vrai visage de Vladimir Poutine. Espion du KGB, dirigeant autoritaire, monstre froid, patriote exemplaire, visionnaire, grand stratège, les points de vue sur Vladimir Poutine sont souvent très tranchés. Entre deux visions qui s'opposent, où est la vérité? Sans doute un peu entre les deux. C'est ce que nous allons tenter de comprendre avec Frédéric Pons. Bonjour monsieur, merci beaucoup d'être avec nous. Alice. Alors je vais vous faire une longue présentation parce que vous avez une longue carrière. Déjà, vous êtes colonel de réserve dans les parachutistes des troupes de marine. Vous avez participé à la guerre au Liban d'ailleurs. Vous avez été également président de l'association des journalistes de la défense et vous êtes évidemment l'auteur de Poutine, un ouvrage qui est paru en 2014 mais qui vient de reparaître aux éditions Poche. Tout simplement, c'était auparavant chez Kalman Levy. Alors pour commencer, Frédéric Pons, vous avez publié cet ouvrage, on était dans la crise ukrainienne, une période où Vladimir Poutine ne bénéficiait pas vraiment de l'assentiment européen finalement. Ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Quel objectif vous étiez-vous fixé en écrivant cet ouvrage? L'idée c'était d'aller au-delà de ce que je pouvais faire comme journaliste. À l'époque j'étais à Valeurs Actuelles, donc je faisais des articles, des reportages en Russie. Je me nourrissais de ce que mes chers confrères et puis les boîtes de recherche, les universités pouvaient sortir sur Vladimir Poutine. Et très franchement, sur ces années 2013-2014, l'affaire de l'Ukraine, à un moment, je me suis senti buté sur finalement toujours les mêmes infos, les mêmes sources, les mêmes caricatures, les mêmes approximations. Et j'ai décidé d'aller au-delà des 10 000, 15 000 signes qu'on peut faire quand on est journaliste dans un hebdomadaire et d'approfondir. Et approfondir, pendant des mois, j'ai essayé de remonter tout le cours des informations sur Poutine, des études, des analyses, aussi bien dans le monde anglo-saxon qu'ici en Europe et aussi en Russie. Et donc j'ai enquêté sur le terrain, j'ai rencontré beaucoup de gens, russes, français, anglo-saxons, qui m'ont expliqué Poutine, souvent des gens très anti-Poutine, comme le veut un peu la vulgate actuelle, mais aussi des gens qui m'ont beaucoup apporté sur des facettes méconnues de Poutine. Et précisément, en travaillant, j'ai découvert une personnalité beaucoup plus riche que ce qu'on pouvait lire en général dans les médias dominants, beaucoup plus intéressante, et surtout, j'ai trouvé quelques clés que j'ai essayé de restituer dans le livre, qui permettent de comprendre qui est Poutine, d'où il vient, vers quoi il va, et pourquoi il subit autant de caricatures et d'ostracisme dans le paysage médiatique et politique français en tout cas. Vous êtes même allé finalement sur ces traces de jeunesse. Oui, parce que j'ai estimé qu'il était important de ne pas s'arrêter aux épisodes toujours rappelés. Poutine, espion du KGB, on en dira un mot. Bien sûr. Poutine à la chasse au tigre, comme on l'a dit, torse nu. Enfin, c'était des images d'Épinal en grande partie fausses. Et je pense que dans le cas de Poutine, l'enfance, la jeunesse, enfin l'adolescence, la jeunesse, les études, sa carrière au KGB, tout cela méritait un vrai travail d'enquête sur le terrain, d'enquête et de rencontre. Et à Saint-Pétersbourg, c'était autrefois Leningrad, c'est là où est né Poutine, j'ai refait tous les parcours du petit Poutine. Et en refaisant ces parcours, de son appartement communautaire que j'ai pu voir jusqu'à son école, jusqu'à son club de judo, j'ai compris combien Poutine pouvait être marqué par la grandeur de l'histoire de son pays. Saint-Pétersbourg, hier Leningrad, c'est à la fois la grande histoire de l'Empire russe, l'Empire des Tsars, avec des traces magnifiques. À l'époque du jeune Poutine, tout ça était un peu déglingué, sale, décati. Mais Poutine voyait tout ça et il a dit après qu'il se rendait compte que son pays avait été grand. Mais c'est aussi les traces de la grande épopée soviétique. La révolution russe commence à Leningrad et il y avait à l'époque encore beaucoup de symboles, de statues, de plaques célébrant cette épopée soviétique. Et Poutine s'est nourri de tout cela en se disant, et il l'a dit dans un certain nombre de discours, dans ses premiers discours, en se disant « La Russie n'a pas vocation à être un pays sous-développé, un pays humilié par les autres grands pays. Nous allons redresser la Russie. » Et tout ça, ce discours qu'il met en place à partir de l'année 2000, sa première élection jusqu'à aujourd'hui, eh bien, se nourrit de cette enfance
de ces humiliations de l'Empire ou de l'État ou de la patrie russe pendant le communisme et pendant les années Helsinki, c'est-à-dire à la fin de l'Union soviétique de 90 à 2000. On distingue presque une volonté d'avoir tracé une destinée pour la Russie de la part de Vladimir Poutine. Mais oui, parce que son texte fondateur, qui curieusement était totalement inconnu en Occident, que j'ai traduit dans mon livre, il l'écrit en décembre 99, il n'est encore que président par intérim, il va être élu en mars 2000. Et dans ce texte, il fait à la fois le procès du communisme soviétique, comme les plus durs des anticommunistes n'ont peut-être pas fait chez nous. C'est un procès en règle en disant c'est un échec sur tous les plans. Alors il cite quelques éléments qui permettent peut-être de sauver les 70 ans de communisme, mais c'est 3 fois rien. C'est un vrai procès. Et il dit c'est fini tout cela. Et en même temps il dit voilà ce vers quoi nous allons. Nous allons restaurer la grandeur russe. Mais c'est pas un mythe qu'il a voulu restaurer. La grandeur, c'est l'autorité de l'État, l'administration, la justice, relancer la natalité, rebâtir l'armée russe, qui était à l'époque en 2000 au-dessous de tout, et puis restaurer la place de la grande Russie dans le concert des nations. Il l'annonce en 99-2000, et depuis cette époque, il applique ce programme à la lettre. Il l'avait annoncé aux Russes, et les Russes aujourd'hui, quand on va là-bas, même les opposants sont obligés de le dire. Poutine annonce ce qu'il va faire, et il fait ce qu'il a promis. Et c'est pour ça que les Russes, aujourd'hui, depuis tant d'années, continuent à le soutenir. Et continuent à voter pour lui, puisque depuis votre ouvrage, oui, il a été réélu, effectivement. En mars dernier, Poutine a été réélu avec les 3/4 des suffrages, et surtout une participation de plus de 70%, alors qu'on disait, les observateurs, les spécialistes disaient, le peuple n'ira pas voter. Le peuple a voté et a plébiscité Vladimir Poutine. Alors on verra justement comment cette réélection a été perçue par les Occidentaux. Dans un premier temps, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Vladimir Poutine torse nu à côté d'un tigre. Alors ça, c'était une image qui a été complètement dévoyée aussi. Ouais. C'était assez amusant parce que finalement, je crois que c'était dans un zoo avec un tigre et on a dit qu'il partait à la chasse au tigre. La photo de Poutine avec le tigre a été exploitée en Occident notamment, dans les médias dominants, pour expliquer que Poutine allait s'amuser à chasser le tigre au fin fond de la taïga. En réalité, il inaugurait un programme de réintroduction du tigre dans un parc animalier, c'était tout. Mais il est vrai que Poutine, sur le plan politique ou de sa communication politique, s'est beaucoup montré. S'est montré torse nu, à cheval, à la pêche, à la plongée, pilotant des ULM. Ben, je vous propose de regarder les images, justement. Tant mieux. On explique après, alors. Святой Господи, знамя несе на нас, разуме пою. Alors, un culte du sport et puis du corps, évidemment. Et du corps, mais alors, depuis tout petit, c'est ça que j'ai découvert aussi, Vladimir Poutine est un amoureux de la nature, de la forêt. Il a 12 ans, je crois, à peu près. Il fugue de chez lui à Leningrad avec un de ses copains, sans un sou, sans un kopek en poche. Il file au fond de la forêt. Et ce sont des gendarmes russes qui vont le ramener à ses parents au terme de 4 ou 5 jours de fugue. Il a toujours eu ce goût de la rupture, du campement, du feu de bois avec quelques amis. Et ce goût, il continue à l'avoir. C'est une réalité. À côté de ça, il y a aussi une communication politique de l'image du corps de Poutine. C'est-à-dire que les Russes, depuis pratiquement le tsar Nicolas II, c'est-à-dire avant même la Révolution, ont eu des dirigeants soit très âgés, soit malades, soit alcooliques.
les derniers, notamment dirigeants soviétiques, Brejnev, les premiers dirigeants comme Helsinki qui suivent le démantèlement de l'Union soviétique, sont des gens malades, fatigués, gavés de médicaments, d'alcool, et qui donnent une très mauvaise image des dirigeants. Et Poutine a voulu rompre avec cela, d'abord par goût naturel, mais aussi par nécessité politique. Et en se montrant torse nu à la pêche, en train de nager, pilotant des voitures de course, il symbolise devant tous les Russes que le Kremlin, leur chef, le président, est un homme en bonne santé sur lequel ils peuvent compter. Et ça a été compris comme ça par la population. Et puis le suiveur de Yeltsin, maintenant, c'est Jean-Claude Juncker. C'est un peu ça, voilà, c'est qui titube dans les sommets internationaux. Mais Poutine, c'est un homme sain. D'abord, le judo, il en a fait. Il a quand même été champion de la ville de Leningrad en 1976. Donc c'est pas du chiquet, c'est pas pour les caméras. Il a été réellement champion. Il a fait de la boxe. Il était bagarreur dans sa jeunesse. Il aimait assez ça. Il a gardé ce goût un peu de la confrontation. Mais la nature, le corps un peu magnifié, pour les Russes, ça symbolise que, eh bien, la Russie est en train de renaître. Et tout ça associé à un véritable programme nataliste. Poutine n'a eu que 2 enfants, il a eu 2 filles, mais ce programme nataliste se vit aussi comme une sorte d'ode à la bonne santé morale et physique du pays que semble vouloir incarner Poutine. Alors on comprend aussi que cet aspect du judo est aussi important dans ses relations avec les dirigeants européens et occidentaux de manière générale, puisque, j'allais dire, je ne sais pas comment je pourrais le dire en français, mais il a cette forme de poker face, quelque part, permanente, où il ne laisse rien transparaître, quelque chose qui est assez important, justement, dans un combat. Alors, Poutine est un bagarreur. Depuis l'enfance, tout petit, il est gringalé à l'époque. Il se bat. Il comprend qu'il est tout petit, pas très musclé, donc il va vouloir faire un sport de combat. Il essaie la lutte, il essaie le judo, et là, il va se révéler très bon. C'est-à-dire, il est pas grand, mais c'est une boule d'énergie, une boule de muscle et une intelligence au combat. Il va beaucoup apprendre au judo, il le dira. Ce sport l'a beaucoup marqué parce qu'il va apprendre la tactique de la confrontation. Et cette tactique de la confrontation, pour aller vite, utiliser la force de l'adversaire pour le renverser, il l'applique aujourd'hui dans les sommets internationaux, dans les face-à-face qui sont tellement impressionnants, comme me l'ont raconté certains. François Hollande, par exemple, a raconté en privé que ces confrontations avec Poutine étaient toujours très impressionnantes, parce que Poutine est une boule d'énergie, il a une densité et une détermination qu'il montre sans en faire des tonnes. C'est-à-dire il est extrêmement réservé, mais on sent en lui une détermination qui impressionne ses adversaires. Il a cultivé ça dans le judo, parce que tout petit déjà il avait ce tempérament, et le judo a été le sport qu'il a le plus marqué et qui est à l'origine sans doute de ses premières larmes en public. Poutine, c'est un poker face, c'est un homme qui n'exprime rien. Le jour de l'enterrement de son maître, le grand maître du judo de Leningrad, qu'il y a tant appris, qui était un second père pour lui, Poutine a versé des larmes. Ça a été vu, et ça montre que cet homme qui a un regard bleu glacial, qui n'est pas forcément très jovial, cet homme a quand même une sensibilité dans certaines circonstances. Alors on commence à le voir, c'est un personnage qui plaît beaucoup au peuple russe. On l'a vu donc tout à l'heure, on l'a évoqué, il a été réélu encore haut la main. Il est donc au pouvoir depuis 2000, malgré la période assez courte de Dimitri Medvedev qui était président. Ce que je vous propose, c'est de regarder les réactions donc sur Twitter en Europe, globalement, après cette réélection, et les critiques sont souvent amusantes. Okay. Poutine, l'indéboulonnable. La critique de l'UE vis-à-vis de Poutine démontre l'inquiétude qu'il provoque. Jean-Pierre Thomas démontre avec un argumentaire solide et factuel que la Russie est en meilleure place que la France. N'en déplaise à Emmanuel Macron, la large victoire de Vladimir Poutine lors de l'élection présidentielle en Russie démontre la confiance du peuple russe envers son président et la nécessité pour la France de renouer plus que jamais le dialogue avec ce pays. La réélection du président Poutine est une bonne nouvelle pour la stabilité de la paix en Europe devant les plans diaboliques des anglo-saxons en Ukraine et en Syrie. Salaud de Poutine, encore élu grâce au système. Ça va, c'est pas chez nous qu'un truc comme ça arriverait.
Beaucoup contestent la réélection de Poutine en soulevant de nombreuses irrégularités et la mise à l'écart par la justice du principal opposant Alexeï Navalny. L'élection de Macron et l'éviction de Fillon rappellent pourtant un troublant parallélisme que très peu osent dénoncer. Les médias français à la botte de Macron sont scandalisés par les médias russes à la botte de Poutine. Gros lol. Seuls pour l'instant, la Chine, l'Iran et le Venezuela ont félicité Vladimir Poutine pour sa réélection. Moralité, on a les amis qu'on mérite. Russie sans surprise, Poutine réélu, mais informations tronquées, fraude, répression et violation du droit international ne rendront pas à la Russie la puissance. Observateurs, LR et FN n'engagent pas la France mais lui font honte. Quand je vois certaines remarques sur Poutine, j'ai du mal à croire que la guerre froide soit finie. C'est incroyable la faculté qu'ont les gens à gober si facilement ce que leur pondent les médias. Donc clairement, il y a deux camps. Oui, il y a deux camps. Alors deux camps dans les élites, je dirais. Les élites médiatiques et politiques sont globalement, en Occident, en Europe de l'Ouest, anti-Poutine, sans souvent très bien savoir pourquoi. Je pense que dans le pays réel qui s'oppose au pays légal, on a sans doute des réticences sur le personnage Poutine, parce que la répétition de la propagande médiatique sur l'espion du KGB marque quand même les esprits. Mais les gens, on le voit bien dans les dîners en ville par exemple, les gens sans être pro-Poutine se disent lui défend son pays. Les Russes l'aiment bien pour remettre de l'ordre, pour protéger du terrorisme, pour protéger peut-être de la vague migratoire. Quelqu'un comme Poutine pourrait être utile. On l'entend beaucoup, ça, dans la réflexion. Donc je pense que si on expliquait un peu mieux ce qu'est Poutine, un certain nombre de préventions pourraient tomber, et surtout nos dirigeants comprendraient assez vite qu'il faut renouer avec la Russie, qui est un grand pays, et la stabilité, la sécurité de l'Europe, et même le développement économique de l'Europe, exige évidemment de reprendre langue avec la Russie et d'arrêter avec ces sanctions qui sont dictées par la grande puissance américaine. Alors vous l'avez dit, dans la propagande entre guillemets occidentale, il y a plusieurs points qui sont mis en avant pour discréditer Vladimir Poutine. Dans cette dernière campagne, on a vu justement Navalny, son opposant principal, du moins c'est comme ça que le présentaient les médias occidentaux. Qu'en était-il vraiment? Parce que finalement, Navalny pesait pas si lourd que ça. Navalny bénéficie en Occident d'une aura très particulière qui étonne les Russes, qui fait sourire les Russes. Mis à part les quelques milliers de partisans de Navalny à Moscou, à Saint-Pétersbourg, il a quelques partisans. Ces manifestations n'ont jamais rassemblé des dizaines de milliers de gens, 1000, 5000, pas plus. Mais les Russes savent qui est Navalny. Navalny, c'est un opportuniste, c'est un type qui a changé d'idée à plusieurs reprises et qui est sous le coup d'affaires un peu sordides. Et quand on fait de Navalny un saint démocrate en Occident, les Russes s'interrogent et disent « Mais vous ne suivez pas notre actualité, vous ne savez pas qui est monsieur Navalny ». Donc Navalny est un opposant opportuniste aujourd'hui qui représente peu de choses et même si évidemment il y a eu des cas de fraude ou de zèle dans certains bureaux électoraux dans cette immense Russie qui court quand même sur 11 fuseaux horaires, enfin c'est un pays immense, certains ont fait du zèle pour bourrer les urnes. L'ampleur des résultats et l'ampleur de ce plébiscite en faveur de Poutine montrent que ce n'est pas les quelques milliers de bulletins qui ont pu changer la donne. Les gens, réellement, sont derrière Poutine, y compris les gens qui n'aiment pas le personnage, qui ne le supportent pas, mais qui disent sa politique, c'est ça qui est important pour notre pays. Il a stabilisé la Russie et il est en train de la refaire décoller. Et les Russes ont une expression qui revient très souvent dans les conversations. Quand on leur dit oui, mais Poutine, les droits de l'homme, tout ça, ils disent mais on a connu pire. Cette expression revient très souvent. On a connu pire. Nous, on ne sait pas ce qu'ils ont connu. Eux savent qu'ils ont eu le communisme, 15 ans de communisme, et surtout 10 ans d'anarchie, pendant lesquels, c'est les années Poutine, 90-2000, pendant les années Eltsine, pardon, pendant lesquels leur pays s'est affaissé sur tous les plans. Leur pays a été pillé par les oligarques, ces puissances d'argent, qui ont mis le pays en coupe réglée. Plus rien ne fonctionnait. Eh bien, depuis 2000, l'arrivée de Poutine, qu'on le veuille ou non,
et les Russes le voient bien, le pays a pu redécoller. Alors justement, il y a une accusation qu'on ne fait pas à Vladimir Poutine, c'est un miracle, c'est que on ne fait pas d'affaires de corruption autour de lui. On a l'impression au contraire que c'est lui qui a assaini la vie politique en Russie. Qu'en est-il? Alors, non, il y a quand même, chère Élise, des accusations de corruption, notamment qui viennent des États-Unis, des milieux néoconservateurs aux États-Unis, qui à intervalles réguliers sortent des enquêtes, mais qui n'en sont pas. Moi, j'ai regardé ça de très près. Il n'y a rien de tangible sur la fortune immense de Poutine, le richissime Poutine, et sur la corruption. La corruption existe en Russie, comme dans beaucoup de pays. Je ne parlerai pas de notre cher vieux pays, la France, mais enfin, on n'a pas beaucoup de leçons à donner. Elle existe à la mesure d'un pays qui est depuis une vingtaine d'années à peine en situation de démocratie, qui a connu, je vous l'ai dit, le pillage, les pires activités mafieuses dans ce pays. Donc la corruption existe. On peut dire, et je le pense, que Poutine a mis un coup d'arrêt à la corruption de niveau national. Il a fait rendre gorge à ces puissances d'argent en les soumettant, en leur disant « Vous pouvez continuer à faire des affaires, mais il faut que ce soit aussi au profit de la Russie. Cessez d'investir dans les paradis fiscaux, investissez dans le pays. » Ceux qui n'ont pas voulu ont été exilés, ont été châtiés. Certains ont disparu dans des conditions un peu mystérieuses, c'est vrai. D'autres ont fait du bagne. Mais les oligarques qui se sont soumis, arrivent à obtenir des affaires, sans doute pas toujours de façon très claire, mais une partie de leurs activités économiques revient aussi à la Russie, et c'est ça le plus important. Et c'est ça que les Russes aussi soutiennent. Ils ont bien vu que depuis l'arrivée de Poutine, la corruption a baissé, les juges font un peu plus leur travail qu'avant, on a connu pire, ce que je vous disais, et que finalement, l'économie, qui n'est pas un point total 100% positif, l'économie va mieux qu'il y a 20 ou 25 ans. Alors on est allé voir les Français à Paris, on leur a demandé ce qu'ils pensaient de Vladimir Poutine. Vous allez voir, c'est assez amusant. Ouais. Je pense de Vladimir Poutine que c'est un joueur intelligent. Eh bien, quelqu'un avec un tempérament très fort qui dirige de main de maître la Russie. Je pense qu'il est dangereux et que... maintenant, je ne vis pas en Russie, mais par rapport à ce qu'on sait, nous, en Europe... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui représente bien son pays et en même temps qui a certainement, comme tout le monde, comme tout gouvernement, des mauvaises choses également. Je pense que c'est un dirigeant autoritaire et je suis inquiet des velléités qu'il a à l'encontre de l'Europe. Si le peuple est content, donc je pense que s'il a été réélu 4 fois, c'est que le peuple le demandait, donc pourquoi pas, oui. Il profite des boulevards qui lui sont offerts par les Américains et les autres joueurs, par exemple en Syrie, etc. Il est quand même très très apprécié de son peuple, du peuple russe. Maintenant, est-ce qu'il fait tout ce qu'il faut pour que les Russes soient heureux? Ça, c'est une autre histoire. 4 mandats, c'est énorme, c'est beaucoup trop. Je pense qu'il s'arrange pour être élu avec une large majorité, d'une manière ou d'une autre, et que je pense que les Russes, pour l'instant, sont plus ou moins d'accord avec ça, sinon ils descendraient plus souvent dans la rue. D'autres personnes auraient peut-être dû se présenter, mais est-ce qu'on les a empêchés? Est-ce que ça a été vraiment régulier? Je ne suis pas certaine non plus de tout ça. Est-ce que vous trouvez que les médias français traitent avec objectivité Vladimir Poutine? J'en sais rien. Je sais pas. Je ne peux pas vous dire puisque je ne l'ai pas vécu. Donc, mais j'ose espérer que c'est notre seule source d'infos. Donc on est obligé quand même de croire ce qu'ils nous disent. Il n'est pas content du traitement des médias français. C'est la raison pour laquelle il a créé Russia Today. Donc je pense que maintenant il a ce qu'il souhaite. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est le bien de la Russie. Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est le bien de la France. C'est quelque chose qui évolue jour après jour. Mais nous, on cherche à avoir une image de tous ces gens à notre image à nous, c'est-à-dire est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est démocrate, et ceci, cela. On le voit, effectivement, pas mal de manichéisme, mais alors aussi cette propension à expliquer que c'est sans doute un bon président pour la Russie, mais que 4 mandats c'est trop et que finalement c'est pas bien.
Oui, je trouve qu'il y a beaucoup de bon sens dans ce micro-trottoir, ce reportage. Ce que je retiens, c'est que Poutine est peut-être bien pour son pays, mais il est une menace pour l'Europe, une menace pour nous. Je comprends pourquoi les gens disent ça. En réalité, on oublie les mains tendues de Poutine à partir de 2007, 2008, 2009, quand il était président ou Premier ministre. À plusieurs reprises, il a proposé à l'Europe de construire une grande Europe de Lisbonne à Vladivostok, c'est-à-dire de l'Atlantique jusqu'au Pacifique. Pendant toutes les premières années de sa première présidence, il travaillait avec l'OTAN, il coopérait avec l'Europe. Il n'a jamais cessé de tendre la main. Et le problème, c'est que l'Europe lui a fermé la porte à plusieurs reprises, de façon assez brutale. Pourquoi l'Europe a-t-elle fait ça? Un jour, les historiens le raconteront. Ce qu'on peut savoir aujourd'hui, c'est que l'Amérique, les États-Unis d'Amérique ont fait en sorte que l'Europe prenne ses positions. Parce que pour l'Amérique, et on le voit dans les rapports prospectifs de la CIA, l'Amérique était persuadée que la Russie était finie, était morte, et que la puissance du XXIe siècle allait être la Chine, et que rien ne devait détourner l'Amérique de cette confrontation avec la Chine. Il fallait vassaliser l'Europe, ce qui a été fait, et puis empêcher la Russie de reprendre son statut de grande puissance. Et l'Europe sous tutelle américaine, a accepté ces analyses et est allé de plus en plus loin dans l'ostracisme à l'égard de la Russie jusqu'à ce problème des sanctions. Même l'affaire de l'Ukraine, les Russes sont pas blanc-bleu dans cette affaire, ils ont récupéré la Crimée, mais l'Europe a très mal géré l'accord d'association avec l'Ukraine qui lésait complètement les intérêts russes. Il aurait fallu parler un peu plus. Aujourd'hui, quand on discute avec des diplomates européens, et notamment français, ils disent oui, on s'y est très mal pris, et après on s'est mis dans une impasse, un peu comme en Syrie d'ailleurs, on est dans une impasse. Eh bien, Poutine a toujours dit qu'il était prêt à travailler avec l'Europe. Il s'est tourné vers la Chine pour avoir une alternative, une profondeur stratégique. Du jour au lendemain, si on dit « Ok, les sanctions, on arrête, on va discuter », même en se confrontant, mais on va discuter, Poutine reviendra vers l'Europe. Et quand on dit Poutine et son armée sont une menace pour l'Europe, les Russes disent mais attention, nous on n'a jamais bougé de nos frontières. Vous, à l'Alliance Atlantique, à partir des années 90, vous n'avez jamais cessé de vous rapprocher de nos frontières, contrairement aux promesses qui avaient été faites. Et aujourd'hui, il y a des avions, des chars et des soldats américains, français aussi, en Pologne, dans les pays baltes, en balcon sur le territoire russe. Et ça, les Russes ne peuvent pas l'accepter. Pour revenir aux sanctions qui ont été prises après la crise ukrainienne, finalement, ces sanctions ont été plutôt en faveur de la Russie, paradoxalement, puisqu'elles ont permis notamment à développer considérablement l'agriculture, qui était un peu au point mort en Russie. Et en revanche, ça a porté grandement préjudice à l'Union européenne. Alors, au départ, ça n'était pas fait pour ça. C'était vraiment évidemment pour mettre la Russie à genoux. Et effectivement, de façon très pragmatique, parce que ça, c'est un trait de caractère de Vladimir Poutine et des Russes, de façon très pragmatique, très réaliste, ils ont retourné ces sanctions qui leur ont fait mal. L'économie russe a pris un coup sévère, surtout que ça a été lié à la baisse des cours du pétrole et du gaz. Mais Poutine, dans ses discours de post-2014-2015, a dit « Voyez, nous subissons en ce moment à nouveau un siège économique de la part du monde occidental et des États-Unis », faisant référence au siège de l'Allemagne nazie qui assiégeait Leningrad. Enfin, les Russes ont décrypté tout ça très bien. Et bien, de la même façon que nous avons été forts au siège de Leningrad face aux Allemands, nous allons être forts face aux Américains. Et donc, nous allons trouver en nous les ressources pour nous relever. Et les ressources, eh bien, c'est ce programme qui, effectivement, est en train de redresser l'économie, enfin, l'industrie et l'agriculture russe, qui s'était affaissée. C'est vrai que les Russes, Poutine, ont bénéficié pendant une dizaine d'années de ces cours du gaz et du pétrole qui dopaient tout. Les Russes se sont enrichis, mais en même temps, en s'enrichissant, ils ont oublié leur agriculture et leur industrie. Et là, sous les coups de boutoir de ces sanctions, ils sont en train de moderniser leur agriculture, et le jambon qu'ils achetaient en Hollande, ils le produisent chez eux, les tomates qu'ils achetaient en Italie, c'est à nouveau chez eux. Et donc, ces sanctions, paradoxalement, sont en train de refaire la force de l'agriculture et de l'industrie russe et affaiblissent nos producteurs, notamment nous, en France. Ces sanctions sont devenues un boomerang
qui appauvrit nos producteurs dans notre agro-industrie. Alors vous l'avez dit, un grand pragmatisme de la part de Vladimir Poutine et une forme d'incapacité des dirigeants occidentaux à lire en lui. On va regarder quelques images dans les grands rendez-vous européens et on va voir qu'il a souvent de très nombreux visages différents. Bien sûr. Tout le monde a signé l'accord? Oui. Deripaska, vous avez signé? Oui. Je ne vois pas votre signature. Signez. Rendez-moi mon stylo. А где заканчивается граница России? Граница России заканчивается через Берингов пролив с США. Граница России нигде не заканчивается. C'est un homme qui n'est pas impressionnant. Il est Rabelais, il est petit, mais il joue toujours du rapport physique. Warum haben Sie den Namen von einer Weile noch nie ausgesprochen? Сейчас я скажу. Ну, сейчас скажу. Наберитесь терпения. Wir haben so wenig Zeit und ich habe so viele Fragen. Nein, wir haben genug. Если вам не нравятся мои ответы, то вы тогда не задавайте вопросов. В качестве экспорта, вот Германия, то есть, вот, допустим, Германия 5,5 миллиона тонн в год производит свинины, из них почти 3 миллиона на экспорт во все страны. И прежде всего Китай, Индонезия. Хорошо. Южная Корея. Какая разница? Будут есть. La Russie serait-elle prête à accueillir Bachar el-Assad? Assad a visité beaucoup plus souvent Paris que Moscou. Замещают должности в органах государственной власти, особенно на верхних ступенях, они заняты по службе, или должны быть как минимум заняты по службе серьезным образом. Значит, они крупные ученые, да? Они достойны того, что их избрали. Ну, значит, они крупные ученые. Получается, что так. Я должен буду предоставить им возможность заниматься наукой, потому что, судя по всему, их научная деятельность гораздо важнее, чем исполнение каких-то рутинных административных обязанностей в органах власти и управления. Спасибо большое. Il est insaisissable quand même, ce Vladimir Poutine. Oui, enfin, il y a des clés pour le comprendre. À partir du moment où on a compris qu'il est dans le rapport de force, qu'il est très pragmatique, qu'il est très réaliste, qu'il peut changer de position selon les intérêts de la Russie, tel qu'il le comprend, eh bien, il faut soi-même être pragmatique et réaliste, et pas être dans l'idéologie, dans la sensiblerie, et être soumis au pouvoir des médias. Le problème, c'est que nos dirigeants occidentaux ne sont pas du tout dans cet état d'esprit, et c'est pour ça que Poutine est si fort. Poutine et la Russie sont forts aujourd'hui à la mesure de nos propres faiblesses, de notre propre irréalisme, de notre propre humanitarisme qui est découplé des réalités politiques. Le général de Gaulle, qu'on peut citer quand même, n'aimait pas les soviétiques, mais il allait en Russie. Il parlait d'ailleurs en général de la Russie et pas de l'Union soviétique, et il s'entendait avec les soviétiques, même s'il n'aimait pas ce régime, il leur parlait. Aujourd'hui, nos dirigeants, parce que c'est Poutine, parce que c'est un ancien officier du KGB, parce qu'il est souverainiste, qu'il revendique les racines chrétiennes de son pays, on ne lui parle plus.
C'est aberrant et on est en train de se tromper. Et d'une certaine façon, nos pudeurs de jeunes filles et notre irréalisme font le succès et la force de Poutine. Parce que dans son pays, en Russie, les Russes observent que c'est lui qui donne le ton, c'est lui qui est le maître du jeu en Syrie, en Ukraine et en Iran aujourd'hui. Et il tient tête à Merkel, à Trump et à Macron aussi. Et alors justement, ce qui est fascinant dans la politique de Vladimir Poutine à l'étranger, c'est sa capacité d'avoir des adversaires sur un terrain et d'en faire des amis sur un autre terrain. Je pense par exemple à Israël, avec qui il entretient des liens assez forts, alors que finalement, ils sont dans le camp adverse sur le territoire syrien. Poutine fait de la politique, et de la politique stratégique, sur la longue durée. Je vous ai dit, dès 2000, il s'inscrit dans une longue durée. Il sera au pouvoir vraisemblablement jusqu'en 2024, à la fin de son dernier mandat. Et donc, en permanence, il évalue les rapports de force sur cette durée. Vous savez, en politique, on n'a pas vraiment d'amis, on peut avoir des alliés, on peut avoir des concurrents. Je prends l'autre exemple, c'est la Turquie. Poutine et Erdogan ne s'aiment pas forcément, ils ont des intérêts très contradictoires, mais ponctuellement, sur certains dossiers, en Syrie ou ailleurs, les Russes et les Turcs s'entendent. Les Turcs ont abattu un avion russe, un avion militaire russe, il y a 1 an et quelques. On s'imaginait que Poutine allait déclencher le feu nucléaire, pas du tout. Il a honoré, récompensé la famille du malheureux pilote soviétique, mais en même temps, il a continué à travailler avec les Turcs. C'est un pragmatique et un réaliste. Et malheureusement, ces qualités, c'est la réelle politique. Cette réalité n'est pas bien perçue encore chez nous, même si nos dirigeants, ou dans la culture politique de nos dirigeants, Poutine n'est plus un inconnu. On le connaît maintenant depuis 20 ans. Alors justement, vous l'avez dit, normalement sa réélection se poursuit jusqu'à 2024. Qu'en sera-t-il après 2024? Est-ce qu'il va sortir quelque chose de son chapeau? La Russie ne peut pas, enfin la constitution russe interdit l'exercice de plus de 2 mandats consécutifs. Poutine est dans son 2e et dernier mandat. Que va-t-il faire? Alors là, toutes les hypothèses sont sur la table. Il peut devenir Premier ministre, comme ça s'est fait en 2008, Premier ministre de Medvedev ou d'un autre, et au bout de 7 ans, il pourra à nouveau se représenter. En 2024, il aura quand même 72 ans. Bon, il peut aussi, et là j'étais à Moscou le mois dernier, et les gens en parlent, il peut aussi sur ces dernières années de ce second et dernier mandat, faire monter une relève. On voit, il y a des personnalités, des quadragénaires qui sont en train de prendre des responsabilités, des gens formés par Poutine, soutenus par Poutine, qui sont dans cette logique vraiment post-soviétique. Ils n'ont quasiment pas connu cette époque soviétique. Et ce sont des gens qui ont la même logique pragmatique et réaliste que Poutine, et des gens qui sont extrêmement attentifs à l'économie russe, et c'est vers eux que Poutine va sans doute se tourner pour déterminer ou désigner son probable successeur. Finalement, ce ne sera probablement pas Medvedev. Si le bien de la Russie passe par son départ, il partira. J'ai tendance à croire que oui. Je pense que c'est un vrai patriote, et que s'il estime que son temps est accompli et que la maison Russie est mise sur de bons rails pour la suite, il s'effacera et il laissera un de ses successeurs. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Son successeur sera à l'image de Poutine. Ce sera un homme à poigne, inscrit dans la même politique. Si Poutine estime que la Russie est encore trop faible face aux puissants qui l'entourent, il n'est pas impossible qu'il décide de rebasculer au poste de Premier ministre. Pour l'instant, c'est encore un peu tôt. Merci beaucoup Frédéric Pons. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de partager cette vidéo. À bientôt.